Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La liste définitive des candidats à la présidentielle rwandaise a été dévoilée vendredi 7 juillet par la commission électorale. 2 candidats d'opposition affronteront le président Paul Kagame le 4 août 2017. Le Tchad est classé parmi les pays où le taux des accidents de travail et des maladies professionnelles est le plus élevé au monde. Pour inverser la donne, le gouvernement a créé un centre de kinésithérapie pour venir en aide aux travailleurs tchadiens. Et puis le Soudan suspendu de la FIFA avec effet immédiat. Cette décision serait la conséquence du limogeage du président de la fédération par le ministre de la Justice le 2 juin 2017. Mais tout d'abord, l'ancien président malgache Marc Ravalomanana a réussi à mobiliser la foule malgré une interdiction de manifestation dans la capitale Antananarive ce samedi 8 juillet. Son parti, le Team, un des principaux partis d'opposition, devait fêter ses 15 ans d'existence au stade de Mahamasina, un rassemblement qui a finalement été interdit par la préfecture de police. C'est finalement à l'hôtel Carlton que le candidat à la présidentielle de 2018 a fêté les 15 ans de son parti en compagnie de ses proches. Des centaines de militaires, gendarmes et policiers ont été déployés dans toute la ville pour contenir cette manifestation. L'affiche définitive de la présidentielle rwandaise du 4 août est désormais connue. 2 candidats d'opposition ont été retenus pour faire face au président sortant Paul Kagame. Il s'agit de Frank Habineza du Front patriotique rwandais et du journaliste Philippe Mpayimana, candidat indépendant. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Frank Habineza, représentant des écologistes du Rwanda, Philippe Mpayimana, candidat indépendant, et le président sortant Paul Kagame du Front patriotique rwandais sont les candidats remplissant les critères pour participer à la présidentielle du 4 août 2017 au Rwanda. Diane Rwigara, Gilbert Mouedata et Fred Sekikubo, tous des indépendants, sont disqualifiés de la course. L'annonce a été faite ce 7 juillet 2017 par la Commission électorale nationale. Les commissaires de la commission électorale ont pu décider en conformité avec la constitution rwandaise que les candidats suivants sont aptes pour prendre part à la présidentielle d'août 2017. Il s'agit de Frank Habineza du Parti démocratique des Verts du Rwanda, Philippe Mpayimana, un candidat indépendant, et le président sortant Paul Kagame qui défendra les couleurs du Front patriotique rwandais. Les candidats indépendants recalés, Gilbert Mouedata, Diane Rwigara et Fred Sekikubo n'ont pu obtenir les 600 signatures requises. La campagne électorale se déroulera du 14 juillet au 3 août 2017. 7 millions d'électeurs, dont 1,5 million de nouveaux électeurs, prendront part à ce 3e scrutin présidentiel post-génocide. Une élection déterminante pour la maturité démocratique du Rwanda. Si je compare les élections au Rwanda et dans les pays voisins, par exemple au Kenya, on voit les choses sont chaudes au Kenya, mais au Rwanda, c'est toujours calme. Le président Kagame, qui brigue un 3e mandat, est le favori de cette présidentielle selon des observateurs. Il a même remporté les 2 dernières présidentielles de 2003 et 2010 avec un score de plus de 90%. En 2050, l'espace de la CEDEAO comptera 1 milliard d'habitants, dont la moitié seront des jeunes. Selon certains observateurs, chaque État se doit de maîtriser son taux de fécondité dès à présent au risque de courir vers une catastrophe. L'heure est donc à l'étude des politiques de maîtrise de la démographie. Reportage de Jean-Paul Rouy-Dargo, notre correspondant au Burkina Faso. Du 20 au 22 juillet 2017, Ouagadougou abritera une rencontre de haut niveau sur les politiques de population et le dividende démographique. Une rencontre qui va réunir des parlementaires de 17 pays de la CEDEAO, des décideurs et partenaires qui auront à se pencher sur le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population. Pour le président de l'Assemblée nationale burkinabé, qui est l'hôte de cet événement, ce sommet se révèle une opportunité pour les parlementaires burkinabés et leurs pairs de la CEDEAO dans la prise en compte de questions fondamentales liées au développement du continent. La situation que nous vivons dans notre espace suscité est des plus inquiétants. Aujourd'hui, dans cet espace, notamment la CEDEAO, nous sommes
autour de 335 millions d'habitants, avec une population jeune de 42 à 52%. Et cette population jeune est toujours en plein essor, sans qu'il y ait des politiques de maîtrise donc, de la démographie. À l'horizon 2050, l'espace géographique de la CEDEAO atteindra le cap à d'1 milliard d'habitants. Fort de cette démographie galopante, il est impérieux pour chaque État de mener des politiques permettant de maîtriser la fécondité qui, dans l'espace, est dans l'ordre de 6 enfants par femme. Avec une croissance économique qui se situe entre 5 et 8%, nos États ne sont pas à même d'endiguer les problèmes sociaux récurrents que sont la santé, l'éducation et l'emploi. Toute situation qui, si elle n'est contrôlée, engendrera, selon Salifou Diallo, une pression sur les ressources naturelles du continent. Il est temps que les parlementaires puissent, à travers les budgets qu'ils votent, inciter les différents gouvernements à insérer dans les plans nationaux de développement une politique de planification familiale à grande échelle, une maîtrise de la fécondité et ensuite allier les formations au marché du travail dans lequel nous nous trouvons. Voici la préoccupation majeure au cours de cette réunion. Plus de 300 experts prendront part aux travaux de Ouagadougou. Le Tchad et la Mauritanie y sont également attendus. La rencontre qui vise à susciter une réflexion globale et une dynamique d'engagement pour l'émergence du continent sera sanctionnée par une plateforme qui définira des lois au niveau communautaire pour des politiques concrètes en matière de population. Le nombre de Tchadiens souffrant de maladies professionnelles ou victimes d'accidents de travail s'accroît chaque année. Pour y remédier, les autorités ont créé un centre de kinésithérapie pour leur venir en aide. Une initiative saluée par les syndicats de travailleurs qui estiment que la création de ce centre est la réponse du gouvernement à l'une de leurs revendications. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire Ibrahima Djoumaba. Le Tchad est placé parmi les pays où le taux des accidents de travail et les maladies professionnelles sont les plus élevés au monde. Pour l'année 2016, environ 450 cas d'accidents de travail ont été déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Avec la création du centre de kinésithérapie pour la prévention des maladies professionnelles et la rééducation fonctionnelle, le pays fait un grand pas vers la prise en charge médicale spécialisée. La kinésithérapie, c'est une spécialité paramédicale qui a une visée préventive ou thérapeutique, curative. Tout ce qui est renforcement musculaire, des mouvements apaisants comme des massages ou des étirements ou pour empêcher les raideurs sont présents avec nous. Par jour, on peut programmer 20 patients externes. Donc on a une équipe de 5 kinésithérapeutes. Chacun peut traiter jusqu'à 10 patients par jour externes, sans compter les patients qui sont hospitalisés. Les organisations syndicales du secteur public comme du privé ont salué la création du centre de kinésithérapie au profit des nécessités. Mais, selon les spécialistes, les patients viennent tardivement pour les consultations, ce qui rend difficile parfois la prise en charge médicale. Ces pathologies qui sont fréquentes, il faut retenir qu'il y a aussi le glaucome. C'est une maladie qui crée beaucoup de dommages au sein de nos populations. Le plus souvent, les patients arrivent à une phase tardive, c'est quand ils ne voient pas. Alors que cette maladie, quand elle rend la personne, elle fait que la personne ne voit pas et que la personne vient en consultation, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus possibilité de récupérer la vue. Donc ce que nous conseillons à nos populations, c'est de pouvoir faire au moins une consultation ophtalmologique au moins une fois par an. Pour rappel, le centre de kinésithérapie de la Renaissance est l'unique du pays qui s'occupe de la rééducation fonctionnelle des patients. Il accueille en moyenne près de 60 malades par jour. La Fédération soudanaise de football suspendue par la FIFA en cause une ingérence gouvernementale dans la gestion des affaires sportives. La mesure prend effet immédiatement et prive par conséquent la sélection des grands rendez-vous internationaux et continentaux. Deo Gracias Podo. 3 clubs soudanais, notamment Al-Hilal, El Merreikh et Al-Hilal Obaid, sont disqualifiés des compétitions au cours de la Confédération africaine de football. Une décision de la Fédération internationale en charge de la discipline suite au limogeage, le 2 juin 2017, du président élu de la Fédération soudanaise de football, Moutassim Gaffar, remplacé par Abdel Rahman El Khatim.
Je crois que la FIFA agit selon ses principes et toutes les fédérations de football savent plus ou moins les différents principes qui régissent cette fédération qui gère pratiquement toutes les fédérations de football. Et là, le principe de non-ingérence de la FIFA gouvernementale a donc été de mise pour cette suspension. Si la FIFA ne prend pas vraiment une décision assez radicale, il y aura une certaine chenille qui peut s'installer dans le football soudanais. La Fédération soudanaise de football perd ainsi tous ses droits de membre conformément à l'article 13 des statuts de la FIFA. Le pays ne pourra donc plus participer aux compétitions internationales jusqu'à la levée de cette suspension lourde de conséquences pour plusieurs clubs du pays. C'est un véritable coup dur pour les clubs soudanais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF notamment parce que cette saison, notamment le nouveau venu Al Hilal au Baed a fait une très belle compétition. Ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale et cette suspension-là va les priver des quarts de finale. Et puis également Al Merreikh qui est bien placé pour également se qualifier pour les quarts de finale. Donc le football soudanais est en train de grandir depuis des années. On le voit notamment avec les deux grands clubs que sont Al Hilal et puis Al Merreikh. Et aujourd'hui on a Al Obahed également. Une solution sera trouvée, mais quand la solution sera trouvée, c'est ça la véritable interrogation. Malgré la polémique permanente autour de cet article 13 de ces statuts, la Fédération internationale de football et associations reste attachée au principe de non-ingérence gouvernementale dans les affaires des instances dirigeantes du ballon rond. Elle avait déjà sommé le gouvernement soudanais de réintégrer le président élu Moutasim Gaffar dans ses fonctions avant la fin du mois de juin. Mais rien n'est fait, la sanction est aujourd'hui sans appel. Elle prive également l'équipe nationale du Soudan de rencontres internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.